Bonsoir à tous et bienvenue dans Parlons-en, notre magazine mensuel en direct. En France, la pauvreté prend de nouvelles formes avec la crise. Son impact est d'une ampleur sans précédent, rapporte l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les premières victimes, les travailleurs pauvres, les jeunes, les ménages surendettés et les personnes âgées. Les évêques aussi ont pris la mesure du problème en lançant une vaste réflexion destinée à encourager l'action des chrétiens. Nous chercherons ce soir à comprendre ces situations à travers des reportages à la rencontre d'un travailleur pauvre et d'un jeune couple surendetté vivant à Paris. En plein cœur de Marseille aussi, des bénévoles des équipes Saint-Vincent accueillent des retraités, en apparence comme vous et moi, mais qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir. Enfin, nous suivrons le travail d'une école de la deuxième chance qui aide des jeunes à sortir de l'exclusion scolaire. Alors, derrière les chiffres, quelle réalité humaine se cache? Vit-on dans une société de plus en plus fracturée entre, d'un côté, les exclus, incertains de leur avenir, et de l'autre, une société dans son confort? Quelles sont les initiatives sur le terrain? Quelle urgence pour les chrétiens à s'engager? Enfin, sommes-nous finalement appelés à changer notre manière de vivre? Alors avec nous sur ce plateau pendant cette heure et demie d'émission, 5 invités que je suis heureuse d'accueillir. Tout d'abord Dominique Versini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes défenseur des enfants depuis 2006. Auparavant, vous avez été directrice générale du SAMU social que vous avez cofondé. Vous êtes également secrétaire d'État chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. C'était de 2002 à 2004. Notre deuxième invité, Bernard Sellier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur honoraire, également président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et ce depuis 2002. Alors une question tout d'abord à tous les deux, Dominique Versini, Bernard Sellier. Vous observez de près les effets de cette crise. Est-ce que selon vous, elle est finie ou non? Dominique Versini. Je pense que tous les observateurs sont d'accord pour dire que la crise ne fait que démarrer et qu'on va au-devant quand même. Le pire est à venir? Je pense que le pire est à venir, oui. Lorsque des centaines de milliers de personnes se retrouveront sans aucun revenu et n'auront plus absolument aucun droit, seront en fin de droit de chômage. Dans une société dans laquelle il y a beaucoup de gens qui sont dans la solitude et dans l'exclusion, beaucoup de mamans qui élèvent seules leurs enfants, et effectivement, plus une crise que personne ne maîtrise, en fait, qui est vraiment d'une ampleur mondiale, sans précédent quand même. Bernard Sellier, est-ce que ces nouvelles pauvretés, est-ce que finalement ce sont simplement des chiffres, des statistiques? Où est-ce qu'on situe le curseur? J'hésiterais d'ailleurs à parler de nouvelle pauvreté, parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est une intensification, une aggravation de la pauvreté. On n'a pas observé, l'Observatoire le note, il n'a pas remarqué d'accroissement du nombre de pauvres, d'après les méthodes d'investigation qui sont les nôtres. En revanche, une aggravation. Et c'est vrai que le phénomène n'est pas fini en lien avec la crise, parce que les entreprises, dans un premier temps, ont commencé par supprimer les emplois temporaires, l'intérim, diminuer le temps de travail, et puis arrive maintenant au licenciement. Donc il va y avoir la vague, comme Mme Versini le disait, qui va se continuer. Mais j'ajouterais que personnellement, je suis très préoccupé par le phénomène qui est masqué par l'appellation crise, qui est en fait celui qui me fascine le plus dans cette dynamique de la pauvreté, qui est le phénomène structurel. Nous avons une manière de travailler et de fonctionner qui engendre la pauvreté à l'heure actuelle. Je poursuis mon tour de table. Monseigneur Bernard Potvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Conférence des évêques de France. Lorsque vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Lille en 1986, vous avez débuté votre ministère en quartier populaire. Donc vous avez de Roubaix. Voilà, une connaissance du terrain. Une proximité de personnes qui courageusement, voici déjà plus de 20 ans, luttaient contre ces pauvretés qui sont évoquées ce soir. Elles sont effectivement à la fois anciennes, nouvelles.
elles prennent aujourd'hui un jour beaucoup plus aigu. Et j'ai toujours été très impressionné par la dignité profonde de toutes ces personnes que je côtoyais, que ce soit par la catéchèse ou par l'accueil paroissial ou par d'autres relais. Le tissu associatif, tout ce qu'ils pouvaient engager déjà à l'époque et qui aujourd'hui, bien sûr, a pris encore beaucoup plus d'actualité. Et je suis ce soir ici au nom de la Conférence des évêques parmi vous. Je puis vous dire que vraiment cela préoccupe grandement les évêques. Les évêques, nous y reviendrons bien sûr. Et c'est franchement pour eux quelque chose d'essentiel. Alors, à vos côtés, Brigitte Alsberge, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du département enfance et famille pour le Secours catholique. Et puis enfin, Luc Fossé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la région Nord-Ouest pour la Fondation d'Auteuil, également psychologue clinicien. Alors tout de suite, un premier reportage. S'il est encore trop tôt pour connaître avec précision l'impact de la crise sur la pauvreté, elle est d'une ampleur sans précédent, on le disait, selon l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Première victime, les travailleurs pauvres et précaires. Déjà fragiles avant la crise, ils ont plus de difficultés encore à trouver du travail. C'est le cas de Marc, intérimaire à Paris. Il a accepté de témoigner auprès d'Aymeric Coletta. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder directement à nos services, tapez étoile. Tapez le nombre total d'heures travaillées au cours de cette période, sans indiquer les minutes. 72. Marc est un travailleur précaire, ni chômeur, ni pleinement actif. Ses revenus dépendent du nombre de petites missions qu'il obtient par des agences d'intérim. Sans formation ni diplôme, il est dans cette situation depuis maintenant plusieurs années. Wow, mois dernier, wow. 19 €, 32 €. Tu vois? Et après, tu disais RSA, quoi. Bon, mieux rester au RMI, pas travailler, quoi. Tu gagnes plus. On a juste le quoi survivre, quoi. Tu comprends? Cela fait longtemps qu'il espère obtenir un logement en HLM, mais c'est long et incertain. Dans ces conditions, impossible de trouver un logement sans être aidé. Grâce à une association, il a dormi plusieurs semaines chez un marchand de sommeil dans un hôtel insalubre à 40 € la nuit. Et depuis 2 mois, Marc a été accueilli dans un centre du Secours catholique. Il y a ceux qui sont bien ici, hein, qui ne bougent pas, mais il y a ceux qui ont envie d'avoir chez eux, il y a un travail fixe aussi, pour pouvoir bouger, quoi. Mais rester ici, c'est juste passager en attendant que... Et aussi, ils nous aident à trouver quelque chose, un hébergement. Il faut qu'ils se mettent en accord avec les HLM, quelque chose comme ça, quoi. Sinon, sans fiche de paye, on peut pas donner un appartement. Hein? Voilà. T'as une maison, tu fais ce que tu veux, t'amènes ta copine, t'amènes tes enfants. Mais là, tu amènes qui? Déjà, pour avoir un appartement à Paris, il faut attendre combien de piges? Voilà. Soit t'es pistonné, soit tu creves. Ici, c'est ça. Eh, t'es pas chez toi, hein. C'est tout. Hein. Marc ne voit pas quoi faire de plus pour améliorer son quotidien. Il a ce sentiment d'impuissance et d'injustice. Si vous changez, ils vont changer pour eux, ouais. Ils vont changer ces gens-là. Alors sa colère, il la retourne naturellement contre le système. On est exclu, j'ai dit. Ça, c'est la société, ça. Ils se font le business sur le compte des pauvres. Et à l'image du serpent qui se mord la queue, l'inflation, en partie due à la crise, diminue un pouvoir d'achat qui n'était déjà pas très élevé. Il n'y a plus rien. Tout va augmenter, quand même le pain, tu t'achètes. Comment il coûte le pain? Là, tu achètes une baguette, là, 1,20 €. Ben ouais, 1,20 € une baguette. Marc a de la famille, mais sa mère et sa sœur sont aussi dans une situation critique. Elles dépendent des minima sociaux. Il n'ose pas leur demander quoi que ce soit, et pire encore, il se tient loin d'elles en restant isolé. Bernard Fillier, une réaction sur ce reportage, ce témoignage que vous venez d'entendre? C'est hélas un exemple parmi bien d'autres, parce que de cette triste réalité qui montre
je suis particulièrement saisi par cette expression de, en fait, une très grande misère et un désarroi complet, parce que on a l'impression, et c'est une des caractéristiques, quand on peut parler, si on retient cette expression de nouveau propre, c'est une des caractéristiques aujourd'hui. Il y a eu trois types de situations. Il y a trois types de situations. Historiquement, il y a eu ce que Serge Pogam appelait la pauvreté intégrée, c'est-à-dire où la société se confond pratiquement avec une société de pauvres. Mais la vie n'est pas dramatique comme cela, même si les gens sont dans des situations très précaires, parce que le tissu social, le lien familial avec le voisinage est intègre et est total. Ensuite, il y a la situation de la pauvreté marginale qu'on a connue pendant les 30 Glorieuses, où il y a très peu, finalement, en proportion de la population. Donc on peut aider, on peut retrouver. Quand le RMI a été institué en France, il y avait 2 à 3% de chômeurs. On en est à 10%. Et enfin, la pauvreté d'aujourd'hui, le type de cette caractéristique est une pauvreté disqualifiante. On ne sait plus à qui s'adresser et comment s'y prendre. C'est-à-dire qu'on est exclu de la société, exclu de tous les rouages, de tous les mécanismes. Et alors, au passage, simplement le téléphone, très bien, mais les serveurs vocaux aujourd'hui, comme ça, sont catastrophiques. Oui, on n'arrive pas à joindre quelqu'un. Pardon, vous y revenez dessus après? Non, mais on n'arrive pas à joindre un interlocuteur. Même nous, on a du mal. Il y a des barrages. Genre, on se met en colère quand on essaie de joindre des services publics aujourd'hui, comme Pôle emploi, qui utilisent, je crois qu'ils vont renoncer à utiliser des serveurs vocaux, c'est une catastrophe. Est-ce que finalement, ce qu'on vient de voir là, quand on est vraiment en bas des marches, est-ce que c'est ça la fracture, c'est-à-dire on ne sait plus très bien par quel bout prendre la situation pour ces personnes qu'on appelle les travailleurs pauvres? C'est notamment ça, mais je suis vraiment très, très préoccupé par cette généralisation de tous les domaines qui se rompent en même temps. C'est affectif, spirituel, moral, physique, mental, de la santé. C'est pour ça que on avait essayé en 98 d'ailleurs, avec la loi d'aborder tous les sujets, de surendettement, le logement, la culture, l'éducation. Loi sur la lutte contre la précarité et l'exclusion. Dominique Versini. Ce que j'ai envie de dire, effectivement, c'est que le mot très important qui a été dit par Marc, je crois, c'est nous sommes exclus, c'est l'exclusion. L'exclusion, c'est la rupture du lien social. Est-ce que ça va s'aggraver, cette exclusion? Ça, je ne sais pas. Alors ça, vous avez le sentiment que je pense que l'exclusion, l'écart se creuse? L'exclusion ne dépend pas des pouvoirs publics, elle dépend de chacun d'entre nous. Parce que l'exclusion, c'est le rapport que l'on a à l'autre, notre frère dans l'humanité. Donc l'exclusion, c'est lorsqu'on est coupé de tout, et c'est comme ça qu'on peut tomber dans la grande exclusion. Lorsqu'on a créé le SAMU social en 93, c'était pour des gens très désocialisés, des clochards. Et on a vu petit à petit apparaître d'autres populations. On a vu apparaître des jeunes, souvent en galère, fâchés avec leur famille, etc. On a vu apparaître des femmes. Et puis maintenant, il y a plus récemment des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens quand même qui travaillent et que le fruit de leur travail, à qui le fruit de leur travail ne permet pas de vivre décemment. Et le tout avec une crise du logement quand même sans précédent. Et malgré toutes les lois très importantes qui ont été votées, dont la loi Dallot, on se retrouve, et vous le savez, depuis lundi, les expulsions locatives reprennent, avec des familles et des enfants. Et je voudrais juste, pas monopoliser, mais juste dire que dans la précarité, les enfants sont extrêmement marqués et stigmatisés, que les enfants ont honte aussi de vivre dans cette situation, et qu'ils vivent des discriminations, et que ça pénalise l'école, les loisirs, le quartier, enfin évidemment, du coup, ça détermine un quartier dans lequel ils habitent, ça détermine quand même leur devenir. Et il me semble que ce qui est nouveau aussi, c'est la pauvreté, bien sûr, il y a toujours eu des gens pauvres, mais la pauvreté, plus la solitude, l'exclusion, l'isolement. Et ça, c'est vraiment une interrogation, je veux dire. Qui est vraiment nouvelle pour vous? Humaine, qui sociale, métaphysique, chrétienne. Mais est-ce qu'elle est récente, cette question de la solitude, de l'isolement, de moins de solidarité familiale? Pour vous, ce sont des paramètres qui sont un phénomène nouveaux par rapport à ce que vous avez vu 20 dernières années, oui, je pense avec le début on le voit partout dans le social, monde, par exemple. En Afrique, dans toutes les grandes capitales, enfin partout dans le monde. Et ça va avec les mégapoles, avec l'industrialisation, avec les gens qui quittent la campagne pour aller dans les grandes villes et qui se retrouvent dans un isolement, les bars de HLM. Enfin, c'est vrai qu'on a envie de tout. Ce qui est terrible, effectivement, dans ce reportage, et ce qui, moi, m'interpelle beaucoup, c'est toutes les valeurs dont Marc parle, à savoir la valeur du travail. Il travaille.
Et en fait, malgré ce travail, visiblement, il n'arrive pas à sortir en fait, de la situation dans laquelle il est et dans cette spirale négative qui l'entraîne vers le fond. Alors, non seulement cette valeur du travail, et puis après, il dit mais je ne peux pas vivre ici avec ma famille. Et donc, quelque part, la valeur familiale également disparaît pour lui. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, dans cette spirale qui entraîne progressivement vers l'exclusion, il y a ces valeurs de la famille, ces valeurs du travail, enfin des valeurs qui étaient défendues autrefois effectivement avec force, qui semblent disparaître. Et effectivement, le lien social pour cette personne est quelque chose qui semble lui échapper. Est-ce que ça signifie que la protection sociale finalement n'est pas efficace, n'est pas on n'a pas les moyens de protéger socialement? Il y a des transferts sociaux. Oui, Bernard Sellier. Oui, non, je pense que c'est un aboutissement d'une dislocation de la société. Oui. Il y a quand même 2 ouvrages, aussi bien de droite que de gauche, qui ont pour titre la dissociété, c'est-à-dire finalement la dissolution de la société. On n'est plus en société. Et donc, c'est vrai que les pouvoirs publics ne peuvent pas seuls agir là-dedans. Ils peuvent agir sur les problèmes de logement, ils peuvent agir sur un nombre de choses. Mais ce qui fait ce lien social et ce vouloir vivre ensemble de manière vraiment intérieurement intégrée dans la conscience, et tout, eh bien, on le cherche parce qu'on a laissé se développer un modèle de philosophie libérale de l'existence, Benjamin Constant pour le libéralisme politique, Adam Smith pour le libéralisme économique, et au bout de compte, il n'y a plus de société. Puisque la valeur il y a eu un article dans Le Monde de Paul Fabra en décembre sur arrêtons avec le culte de l'efficacité. On ne fait pas une société avec de l'efficacité. On fait une société avec des rapports humains. L'être humain est un être de relation et il faut changer d'anthropologie. Et donc c'est le problème de l'éducation, mais il faut qu'on adopte tous cette anthropologie de la relation, de l'amour, de la gratuité, qui n'est pas celle de l'efficacité du compte d'exploitation. Brigitte Alsberg, alors on a beaucoup parlé de ce livre de la journaliste Florence Aubenas, que vous avez peut-être lu ou entendu, en tout cas évoqué dans les médias. Elle a décidé de s'immerger dans le monde des travailleurs précaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? Est-ce que ça peut servir? Ça vous a semblé intéressant? Moi, je pense que ce qui me semble intéressant, c'est de faire connaître mieux cette situation-là. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est pas connu que le fait de travailler ne suffit pas à subvenir aux besoins de sa famille et qu'on se retrouve dans des situations, certes de temps en temps médiatisées, mais qui sont quand même beaucoup plus courantes qu'on ne le pense. Oui. Et c'est vrai que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ces situations créent de l'isolement. On parlait de l'isolement tout à l'heure. Et nous, on a fait une étude au Secours catholique il y a 3 ans qui permettait de montrer qu'à la fois l'isolement crée la précarité et que la précarité crée l'isolement et que c'est vraiment un accélérateur, l'isolement, un accélérateur de précarité et que c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense qu'il faut plus faire connaître parce qu'un des éléments aussi qui crée cet isolement, c'est le regard jugeant qu'on peut avoir sur ces situations. Et que dans la société, il faut mieux connaître pour changer de regard. Oui, parce que quand on ne connaît pas, on pense à tort que les personnes sont seules responsables de cette situation-là. Alors, le rapport de l'ONPES soulignait notamment le manque d'indicateurs nationaux sur la pauvreté. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'on a envie de voir ou non cette réalité en face, cette réalité de la pauvreté, de la fracture sociale? Qu'est-ce que vous en pensez? Bernard Sellier. Oui, là je ne soupçonne pas de ne pas vouloir voir la réalité. Oui. Le problème, c'est de le mesurer exactement dans toutes ses formes et ses causes. D'accord. Les indicateurs, je me souviens d'un colloque, d'un rassemblement à Marseille au niveau européen où il y avait tous les représentants des gens impliqués dans la lutte contre la pauvreté il y a 1 an ou 2. Et on avait un exposé brillant sur les statistiques, les indicateurs justement. On pourrait en parler longtemps. Puis tout d'un coup, il y avait heureusement dans ce colloque des gens qui vivaient en situation de précarité et de pauvreté, qui étaient invités, qui participaient. Et tout d'un coup, il y en a un qui est excédé, s'est levé en disant « Écoutez, j'ai jamais vu un indicateur me donner à manger. » Donc, c'est très bien. On a une approche trop statisticienne, technicienne. Oui, on en a besoin pour voir, identifier, notamment pour savoir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il y a 2 démarches qui sont intéressantes à suivre. C'est l'introduction avec le PNUD des indicateurs de qualité, c'est-à-dire d'apprécier non pas simplement par un indicateur monétaire, qui est notre indicateur principal aujourd'hui, la pauvreté, mais à partir de la qualité de la vie, des problèmes d'essayer d'identifier de manière qualitative ce qui est caractéristique de la pauvreté, et pas simplement au plan monétaire. Deuxième démarche, qui est la conclusion du rapport de l'Observatoire d'ailleurs, qui est d'essayer d'évaluer
un revenu décent. Ce que pour un être seul ou pour une famille, ce que pourrait être un revenu décent. Il ne s'agit pas alors les minima sociaux qui existent aujourd'hui, vous savez combien c'est. RSA, RMI. On ne peut pas vivre avec un minimum social. C'est pas possible. Ça ne suffit pas. Mais le RMI, c'est 450 € par mois. Mais est-ce que l'État peut aussi répondre à ces besoins-là? Oui, vous savez, c'est toujours la cascade des indicateurs et des liens entre les uns et les autres, enfin des minima entre les uns et les autres. Ouais. Plus, on a mis au point au Sénat, on a fait une étude aussi, puis il y a une loi qui a commencé, le RSA notamment, à essayer de mettre un peu d'ordre dans les avantages connexes. Chaque mairie a rajouté des avantages. Les gens, donc on ne peut pas avoir une identification simple du niveau de vie exact de la personne. Donc, et les gens sont bloqués, n'oseront pas bouger pour ne pas perdre le droit au transport gratuit, etc., un certain nombre de choses en ville, mais ils ne peuvent pas vivre avec tout ça. Dominique Versili, est-ce qu'on veut la voir, cette réalité-là? Parce que finalement, on peut se dire, si on la voyait vraiment, l'exclusion, elle disparaîtrait. Mais quand vous dites « on », c'est qui? C'est les citoyens ou c'est les pouvoirs publics? Les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, tous ceux qui sont engagés sur ce terrain. J'ai le sentiment que tous les gouvernements qui se sont succédés de gauche et de droite ont essayé, en votant des lois, ont essayé de faire avancer les choses. Oui. J'ai le sentiment qu'actuellement, en tout cas, en matière de logement, qui est à mon avis le problème principal, on a arrêté de progresser, c'est-à-dire qu'on ne construit plus, enfin pas suffisamment pour pouvoir loger les gens, et le logement, avoir un toit, c'est fondamental. Donc ça, on n'a pas suffisamment conscience de ce problème-là? On a conscience, mais... on a conscience, mais on ne fait pas. Enfin, il y a une crise apparemment... Et pourquoi ce décalage entre une conscience et les actions? C'est-à-dire que la conscience, c'est une chose. Ensuite, les réalités économiques, c'en est une autre. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a une véritable crise du logement qui est essentielle et première, et que les gens n'arrivent pas à se loger, que les jeunes n'arrivent pas à se loger. Pourquoi est-ce que les jeunes restent aussi longtemps chez leurs parents? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une autonomie. Je pense aussi que le travail temporaire... et l'intérim ont vraiment fragilisé les gens, qu'il y a énormément aussi de familles monoparentales qui sont seules et qui s'en sortent pas, et que c'est principalement les femmes et les mamans qui sont pénalisées avec les enfants. Il y a quand même un chiffre, c'est 2 millions d'enfants pauvres en France. On a beau dire, on en parle, c'est toujours le même depuis le rapport qui a dit qu'il y avait 2 millions d'enfants pauvres, ça n'a pas baissé. Donc c'est une vraie crise. Et alors après, il y a à titre individuel. Moi, j'ai le sentiment qu'à titre individuel, il y a quand même un individualisme et un égoïsme qui est quand même généralisé. C'est quand même le chacun pour soi aujourd'hui. Et je pense qu'on doit réfléchir sur notre rapport à l'autre. Enfin... On y reviendra. Monseigneur Potvin, alors on le disait, les évêques ont lancé une réflexion sur ces nouvelles pauvretés qui a été conduite par Monseigneur Pansard, l'évêque de Chartres. Alors c'est quoi finalement l'enjeu de cette mobilisation de l'Église ? Les évêques sont des pasteurs, ils sont à la rencontre des hommes chaque jour au nom du Christ, au nom de leur mission. Et vous devinez bien que tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, ils le perçoivent dans les rencontres avec une acuité croissante. Les marques sont nombreux. Nous venons de voir Marc, le visage de Marc qui est bouleversant. Cette situation est dramatique. Il est, ça a été très bien dit tout à l'heure, dans une pauvreté qui finalement est relationnelle au final. C'est bien ça. Il perd tout. La spirale, qui a été très bien décrite tout à l'heure par d'autres orateurs, elle est vraiment descriptive de quelque chose qui devient solitude et perte de ce qu'on en a de plus cher, c'est-à-dire tout ce qui peut être relationnel et tout ce qui peut produire une dignité. Et les évêques rencontrent dans leurs diocèses respectifs des marques en multitude. Et au nom de l'Évangile, ils ont une conscience de plus en plus aiguë de la question. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont désiré, voici 1 an et demi, qu'un groupe de travail épiscopal soit lancé, non pas du tout pour créer je ne sais quelle commission supplémentaire, car on dit souvent que quand on crée des commissions, on enterre les problèmes. C'était bien au contraire pour sensibiliser la communauté chrétienne dans son ensemble à la question. Les catholiques sont déjà généreux de tradition. Ils ont une tradition sociale qui est forte. Je crois qu'on nous renvoie souvent cette image d'une justice sociale que vraiment les catholiques désirent vivre de longue date. Mais l'acuité qui est décrite depuis tout à l'heure, la dissociation de notre société, admirablement présentée tout à l'heure avec tous les arguments techniques et politiques, elle est là, elle est criante dans toutes les régions de France, sans compter toute cette pauvreté qui ne se montre pas, la pauvreté voilée, comme la pauvreté, toutes ces pauvretés relationnelles, affectives, psychiques,
qui peut-être sont un peu moins perceptibles dans la visibilité directe, matérielle, mais qui sont tout autant dans le rapport, essentielles, parce qu'elles désagrègent complètement l'humanité. Ce sont des phénomènes récents. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas forcément récents, mais qui en tout cas ont pris une acuité beaucoup plus grande. Et les prêtres, les laïcs, dans les relations qu'ils vivent au plus près des personnes, se rendent bien compte que si les gens sont aujourd'hui dépressifs de façon tout de même redoutable, c'est bien parce qu'il y a ce poids terrible de l'existence. Alors les évêques ont vraiment désiré regarder la situation en rendant vraiment hommage à tous ceux qui vivent le combat ou qui vivent la recherche de solutions techniques et politiques. Et dans le but d'abord de faire un point, tout de même un état des lieux qui est absolument indispensable pour savoir de quoi l'on parle, parce que les pauvretés, c'est quoi? Les nouvelles pauvretés, que mettons derrière? Et surtout, nous ne parlons pas de pauvreté, mais nous parlons de pauvres. Le Christ est allé à la rencontre des personnes et non pas d'éléments théoriques. Et fort de tout ce partage, de toute cette analyse, ils ont rencontré énormément de personnes, ils ont reçu beaucoup d'experts, de témoins, de la pastorale, du social. Ils ont interrogé les acteurs Ils ont interrogé les acteurs, ils ont partagé entre eux, à Lourdes, ce que cela représentait dans leur vie diocésaine. Ils ont vraiment souhaité vivre l'encouragement très profond de ce qui déjà est accompli, parce qu'il ne faut pas non plus parler ce soir sans considérer tout ce qui se vit déjà de très longue date. Et ils ont lancé un message en novembre dernier aux communautés chrétiennes. Alors nous étions dans la période de l'Avent, et le Noël autrement, qui était un appel vraiment très fort, pastoral, social, spirituel, pour un vivre autrement. Vivre autrement. Voici déjà plus d'un quart de siècle, l'épiscopat français avait écrit un texte qui s'intitulait « Pour de nouveaux modes de vie ». On avait un peu ironisé sur ce texte à l'époque, des commentateurs qui ne voyaient pas encore la crise dans son acuité, avaient dit de quoi s'agit-il, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouveaux modes de vie, de quoi se mêlent donc les évêques dans le plus concret de l'existence. Et nous sommes dedans, nous avons à changer nos modes de vie, et l'encyclique de Benoît XVI le dit. Elle le dit dans une analyse absolument impressionnante. Quand le sénateur tout à l'heure parlait de la dissociation, Benoît XVI nous place dans une mondialisation qui vraiment nous éclate en pleine figure. Et Benoît XVI dit la mondialisation, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle sera ce que nous en ferons. Et il a une description et des pauvretés dans nos pays, nos amis, nos pays frères qui sont en développement ou qui sont émergents ou qui malheureusement ne connaissent que la pauvreté. Et la pauvreté chez nous est décrite également. On y reviendra, Père. Alors, une autre illustration inquiétante de la crise, c'est le surendettement des ménages les plus pauvres. Il a augmenté de 15% en 2009. 744 000 ménages sont officiellement concernés. Parmi eux, Malik et sa famille. Sans emploi depuis un an, ils ont cumulé près de 30 000 € de dettes. L'association Air de Famille leur vient en aide en finançant notamment leur loyer. Un reportage de Guillaume Lacombe. Paris, 19e arrondissement. Pour Walid, 24 ans, en apparence tout va bien. Mais voilà, il y a quelques semaines, il a été rattrapé par des erreurs de jeunesse et sa situation a basculé. Comme je suis bénéficiaire des ACEDIC, et un jour, pour aller payer le loyer, en fait, je suis parti retirer de l'argent. Et j'ai vu que sur mon compte, il me restait que 100 €. Alors que généralement, je touche dans les 900 €. Et en fait, c'est le Trésor public qui m'avait retiré 800 € d'un coup, suite à des amendes. En réalité, Walid est en surendettement à hauteur de plusieurs milliers d'euros. Sans emploi depuis un an, il doit gérer sa jeune famille avec sa compagne Mélanie, 20 ans, elle aussi au chômage. Ils ont 2 jeunes enfants, un 3e à venir. Là, je peux vous dire que oui, franchement, je suis inquiet. Parce que dans le sens où, voilà, maintenant que j'ai une famille, on essaie de faire les choses pour remédier à tout ça. Mais ça met en panique un peu quand même. Et j'essaie de ne pas le montrer. Mais des fois, voilà, il y a des petits coups de colère, des trucs comme ça. Et on essaie de se poser la question, comment on va s'en sortir, comment on peut faire ça. Ses premières réponses, Walid les a trouvées auprès de Air de Famille, une association parisienne. Cet organisme vient en aide aux jeunes couples avec enfants vivant dans la précarité. Aujourd'hui, il va faire le point sur sa situation avec une assistante sociale afin de monter un dossier de surendettement.
Vous n'avez pas de mémoire d'avoir eu des amendes, des choses comme ça? Peut-être la RATP. Ouais. Parce qu'à la RATP, au jour d'aujourd'hui, je crois, je dois dans les 7 000 €. Peut-être les frais d'hôpitaux. Si c'est ça, c'est pas la dernière. Et vous êtes prêt aujourd'hui à mettre sur la table toutes vos dettes, à essayer de regarder ce qu'il y a? Personnellement, oui, pour pas que ça arrive encore une fois. Dans les dettes que vous avez, il y a certaines dettes que nous pourrons peut-être faire passer dans ce qu'on appelle un dossier de surendettement. D'accord. C'est-à-dire que le dossier de surendettement, on va, en général, va reprendre tout ce qui est créances, tout ce qui concerne les crédits, tous les crédits contractés. Les dettes hospitalières, je pense qu'on peut les faire passer aussi dans un dossier de surendettement. Mais par exemple, tout ce qui concerne vos amendes, un dossier de surendettement ne peut pas les considérer. Difficile à résoudre. Le cas de ce jeune Français est loin d'être isolé. Selon l'Observatoire du surendettement, depuis 1 an, le nombre de dossiers a augmenté de 15% pour un total estimé à 744 000. En ce qui concerne les dettes, elles sont pas toujours parlées dès l'admission. Certains vont pouvoir dès l'admission dire voilà, moi j'ai toute une casserole de dettes que j'aimerais aussi traiter. Mais certains vont rien dire non plus. Et c'est au fil de l'accompagnement, de la confiance. Et c'est justement souvent au moment de l'insertion, au moment où la personne commence à prendre une certaine autonomie, que ces fameuses casseroles vont revenir. Dette, surconsommation, instabilité du travail. Pour les personnes à faible revenu, la crise met à mal un quotidien fragile et hypothèque l'avenir. Brigitte Alsberg, vous en rencontrez beaucoup des jeunes couples comme Malik et sa famille, comme on vient de voir, qui viennent vous rencontrer. Alors on rencontre beaucoup de situations de ce type-là. On les connaît aussi au fil des situations, dans le sens où on voit parfois se dégrader des situations. Oui. Principalement chez nous, c'est pas tellement des crédits à la consommation qui sont le poids du surendettement, oui. C'est plus le poids du quotidien. C'est-à-dire on a des familles qui n'ont pas les moyens en fait, de subvenir à leur quotidien, qui ont des loyers trop élevés, augmentation de l'énergie, très souvent une fracture dans l'existence, perte d'un travail, problème de santé, voilà, difficulté de l'existence qui fait que les choses basculent, mais principalement, très souvent, la cause d'endettement première est d'arriver à boucler le quotidien, parce que les charges fixes sont beaucoup trop lourdes et que même pour faire vivre le minimum vital, on n'y arrive pas. Donc on est vraiment même pas dans la logique de on dépense trop, on vit au-dessus de ses moyens, mais on n'a pas assez pour vivre, tout simplement. Voilà, tout simplement, on peut prendre des cas de personnes qui vivent à la campagne, qui ont impérativement besoin d'une voiture, leur voiture est en bout de course. Si pour une raison ou pour une autre, ils perdent leur voiture, eh bien, ils vont perdre leur travail. Et si déjà le quotidien est trop juste parce que le loyer est très lourd, on arrive... souvent, l'endettement, c'est le mois ou les 2 mois qui manquent pour boucler l'année. Donc, on s'endette pour ces questions-là. Ouais. Si vous avez quoi que ce soit là-dessus, au niveau santé, au niveau travail, au niveau tout simplement quotidien, un besoin comme une voiture, comme voilà, eh bien vous êtes tout à fait, vous partez dans l'engrenage du surendettement. Alors finalement, c'est quoi la faille? Est-ce que c'est un problème d'immaturité? On a vu, ce couple est très jeune. Est-ce que c'est un problème d'éducation, de se retrouver dans ces situations-là, l'éducation même nationale, la fragilité psychologique? Finalement, qu'est-ce que vous voyez derrière ces phénomènes-là? De surendettement? Oui, pour revenir sur ce reportage. Même, le problème principal quand même est celui du crédit à la consommation, puisque les chiffres le montrent. Sur les dossiers de surendettement, il y en a 750 000 en France, 750 000 procédures. 60% concernent le crédit et 36% concernent le logement. Donc les logements sont extrêmement chers. Et les gens sont extrêmement vite noyés, puisque logement, crédit, et c'est un engrenage. Il y a quand même un lobby des sociétés de crédit et des banques et on tombe dans un piège pour amener les gens à rentrer dans un crédit à la consommation pour consommer, parce qu'on est dans une société de consommation où tout est attractif. Et ce sont surtout des jeunes couples, des jeunes qui sont surendettés, d'ailleurs souvent des célibataires ou des personnes divorcées, qui sont plus fragiles. Et on est dans une société qui amène à dépenser, à consommer. Et les loyers sont quand même, je pense, particulièrement chers et particulièrement pénalisants. Bernard Sédis, c'est votre avis? Oui, j'aime pas les anglicismes, mais le fameux crédit revolving est très, très mis en accusation dans ce système. C'est un crédit qui est reconstitué chaque fois que vous remboursez. Mais vous avez l'impression que vous disposez toujours de la même masse disponible, parce que c'est vrai d'une certaine manière.
Et donc, vous continuez à vous endetter. C'est-à-dire qu'en fait, vous rachetez d'autres choses, donc et vous arrivez à un moment où il faut emprunter pour rembourser. Et donc là, ça devient... c'est l'étranglement. Donc c'est vraiment une question... Alors, c'est pas le même sujet, mais le microcrédit qui a été mis en place en France a une caractéristique, c'est d'être accompagné. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes qui sont dans des situations de précarité financière ne peuvent pas, c'est pas une tutelle qu'il faut exercer sur elles, mais un conseiller bancaire doit suivre ces personnes. Il doit voir si ces personnes ont une capacité de remboursement ou pas. Et leur conseiller, leur dire non, là, écoutez... Mais ça, les banques ne le font pas assez, justement. Alors, quelques-unes se sont mis à le faire, hein, notamment... Donc ça veut dire que ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité, actuellement, mais c'est indispensable. Il faut vraiment que notre société s'humanise et se civilise. Quand je parle d'une société décente, il faut arriver à une société décente. Comme on parle du travail décent, il faut que les relations sociales et les relations juridiques soient décentes. Et ça veut dire qu'il y a une responsabilité des financiers, des entreprises, etc. Est-ce que vous êtes satisfait du nouveau microcrédit mis en place par l'Europe ? Alors, je ne l'ai pas encore examiné de manière précise, mais ça, a priori, c'est un bon système parce que ce n'est pas la solution de tous les problèmes de pauvreté. Mais il est clair qu'avec la loi de 2008 en France qu'on a votée sur l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneur, il y a eu 300 000 créations d'auto-entreprises en France, qui est vraiment la plus forte création d'entreprise de toute l'histoire, en tant qu'entrepreneur individuel, grâce à des microcrédits, notamment distribués par l'ADI, mais aussi par tout le secteur. Il y a des microcrédits personnels, des microcrédits professionnels, l'ADI, mais aussi le réseau des sociétés, des banques solidaires, etc. Donc je crois que c'est une formule, en tout cas pour ceux qui sont en situation de fragilité, mais qui ont encore du tonus pour créer, pour exercer leur créativité, qui ne sont pas encore au creux de la vague. Du coup, c'est... Oui, vous parliez tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce que c'est un problème d'éducation ? Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est un problème d'éducation ? Oui, d'une certaine manière, et non d'une autre manière. Avec les jeunes que vous aidez à la Fondation d'Auteuil ? C'est ce que je vous dis, oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire un problème d'éducation, parce qu'on n'est pas préparé à vivre ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas préparé à un moment donné, comme vous le disiez tout à l'heure, à ne pas avoir de quoi joindre les deux bouts. C'est-à-dire qu'on vous le dit pas. On nous le dit pas. On n'est pas préparé à un moment donné de dire, quand on fait les calculs, on s'aperçoit que de toute façon il manque quelque chose. Vers qui on va, à qui on pose la question, où est-ce qu'on demande, où est-ce qu'on va obtenir une aide. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas préparé. Donc c'est en ça que je vous dis... Préparé par qui ? Par son environnement familial ? Par l'environnement familial, par la société qui nous pousse aussi à cette consommation, par la société qui nous pousse à investir, à acheter, à être dans la consommation. Et donc, quelque part, c'est là où je dis c'est un problème d'éducation, oui, mais sociétal. Et ce n'est pas un problème d'éducation parce qu'effectivement, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, quand on n'a pas de quoi joindre les deux bouts, on n'a pas. Et donc, moi, je trouve formidable, effectivement, le travail qui peut être fait par un certain nombre d'associations telles que Secours catholique, qui vont distribuer des denrées, qui vont proposer des structures d'accueil, qui vont proposer un certain nombre de choses comme ça, et qui permettent, justement, à des personnes qui, de toute façon, ne peuvent pas, de trouver des professionnels qui vont leur expliquer, qui vont leur montrer un petit peu le chemin, et finalement, leur proposer une forme d'éducation, de vie dans cette société qui est extrêmement complexe. Dominique Versini, est-ce que finalement dans ces situations familiales de surendettement, ce sont les enfants aussi qui trinquent ? Mais oui, parce que lorsque les parents sont en très grande difficulté financière, les enfants du coup se retrouvent en difficulté parce qu'il n'y a pas forcément la possibilité de payer la cantine, même s'il y a des aides. Il y a des gens qui ont une très grande pudeur et qui n'osent pas le dire pour ne pas être stigmatisés. Et les enfants ont honte de ça, ont honte d'avoir des parents dans la pauvreté. Ils sont privés du coup de loisirs, de voyages avec la classe. Et donc de tenue, vous savez que chez les enfants, les adolescents sont aussi dans une mode vestimentaire avec des marques. Et celui qui est habillé n'importe comment, il est discriminé par les autres. Donc ça a des conséquences très importantes sur la vie des enfants et ça met évidemment les parents en très grande difficulté de se priver. Et moi je pense que vraiment, il y a vraiment une responsabilité de ceux qui amènent les gens à se surendetter,
et qu'il est aussi un véritable problème du côté du logement, qui est quand même difficilement accessible et qui étrangle le logement. Représente le surendettement quand même moyen en France correspond à 60% des revenus d'un ménage. Donc quand vous avez 60% de vos revenus en moins, c'est laissé sur l'essentiel que vous entamez vos... Monseigneur Potvin, en quoi ce problème, ces difficultés-là peuvent être le reflet d'une crise de sens, d'une crise spirituelle pour vous-même? Tout à l'heure, on voit dans le reportage, Malik bascule. Il bascule et moi j'ai le sentiment, dans les contacts, dans les différentes rencontres que je peux vivre, que nous sommes dans une société qui a peur aujourd'hui. La situation de Malik, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est devenu aujourd'hui une pauvreté qui peut demain être la mienne. Je pense que pendant tout un temps, on a peut-être connu une période où on théorisait un peu sur la pauvreté des autres, celle du lointain, évidemment celle de ce que l'on appelait le tiers-monde, et puis aussi celle d'un quart-monde que l'on regardait d'une façon un peu éloignée. Aujourd'hui, on découvre à quel point tout ça peut basculer dans les phénomènes, dans les mécanismes absolument dramatiques. Et comme vous dites, je pense qu'on est là vraiment dans une crise de sens, dans une crise de valeurs. Des gens comme Jean-Baptiste de Foucault plaident pour une société frugale. Moi, j'apprécie beaucoup ce concept de frugalité. C'est vraiment de revenir à l'essentiel avec tout un discernement sur ce dont nous avons réellement besoin, en le remettant en commun, sans tomber bien sûr dans je ne sais quelle idéalisation. La société d'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Mais il y a vraiment à réfléchir en profondeur. Nous avons absolument à regarder notre manière de vivre. Nous ne pouvons plus continuer collectivement ni individuellement de la sorte, parce que nous sommes dans un grand écart qui devient terrible entre un artifice qui est entretenu par cette société de consommation qui fait que si je n'ai pas le niveau des autres, le standard des autres, je ne suis rien, et où en même temps, finalement, ma dignité m'est comme dérobée chaque jour. Je suis exclu de cette dignité. Mais cette crise spirituelle, elle interpelle les évêques, justement ? Absolument, d'une façon essentielle. D'abord parce que dans l'évangile, le Christ dans l'évangile, il est sur tous les plans ami des pauvres. Il vient à la rencontre des pauvres, il veut vraiment délivrer l'homme de toutes les pauvretés, pauvretés humaines, pauvretés spirituelles. Il est celui qui nous entraîne profondément dans ce mouvement, qui est un mouvement de dépouillement pour chacun de nous et aussi de combat pour une certaine justice, pour un partage, pour une société nouvelle. Et je pense que dans ce carême que nous partageons en ce moment, qui nous mène vers Pâques, il y a des interpellations importantes qui ne concernent pas que les croyants, mais qui peuvent être répercutées aujourd'hui à une société qui, me semble-t-il, je ne suis pas du tempérament à me laisser trop vite désarmer, même si les sujets d'inquiétude que nous partageons ce soir sont graves, mais aussi dans une société qui me semble-t-il, veut se ressaisir. Je suis témoin de nombreux efforts dans les réseaux de personnes qui individuellement ou collectivement cherchent vraiment à répondre à cette crise de valeurs, chacun tel qu'en lui-même, avec les convictions qui sont les siennes. Nous les chrétiens, en tout cas, nous avons à dire des choses. L'encyclique sociale est venue rappeler qu'au nom de cette foi qui est la nôtre, nous avons vraiment à bâtir. Benoît XVI parle d'une société qui doit être une société à la mesure de l'homme. C'est son expression. Benoît XVI dit nous ne sommes pas là pour déployer les solutions techniques toutes faites. Nous n'avons pas cette prétention. L'Église catholique n'a pas entre ses mains la technicité, la subtilité des réponses. La preuve, c'est que nos responsables eux-mêmes cherchent les solutions. Mais une société à la mesure de l'homme, ça me semble être une des grandes réponses que le croyant doit absolument promouvoir aujourd'hui. Les valeurs, on peut en parler indéfiniment. S'il n'y a pas une société qui est encore accueillante de l'homme, accueillante du frère, ça ne c'est plus la peine du tout d'essayer d'en parler. Brigitte Asberge, est-ce que les chrétiens sont présents sur tous ces fronts-là notamment le surendettement, parce qu'on a eu pas mal de difficultés à monter ce reportage, à trouver des interlocuteurs. C'est vrai qu'au niveau, entre autres, du Secours catholique, c'est quand même 64 000 bénévoles, donc on peut imaginer que ça fait beaucoup de monde sur le terrain. Oui. Dans le cadre du Secours catholique, on accompagne beaucoup sur ces questions-là, financières, budgétaires. On a mis en place aussi des microcrédits qui sont, dans certains cas, justement, des moyens d'avoir le coup de pouce nécessaire pour sortir d'une situation critique.
Donc on accompagne beaucoup ces situations-là pour justement essayer de à la fois donner des conseils guidés, mais surtout redonner une dignité aux personnes. Oui. Parce que quand on est dans cette situation-là, on a forcément aussi honte. On a l'impression d'avoir raté, on a l'impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas savoir faire. Et l'important aussi dans l'accompagnement, c'est de pouvoir permettre aux personnes de sentir là où ils font bien, là où ils peuvent reconstruire, là où ils ont des compétences, là où ils peuvent bâtir à partir aussi d'eux-mêmes. Et du coup, tout cet accompagnement, c'est aussi une relation. C'est une relation de confiance, de dignité qui se remet en place. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monseigneur Potvin. J'aime beaucoup la notion de la société frugale dont parle Jean-Baptiste de Foucault. Et je voulais dire aussi que Jean-Baptiste de Foucault a créé une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage, où des bénévoles, totalement bénévoles, accompagnent à deux une personne en recherche d'emploi, en très grande difficulté, et l'accompagnent sur toute la recréation de ce lien social, sur tous les conseils de gestion, d'organisation, et comment se présenter envers un employeur. Et on peut sortir bien mieux que Pôle emploi, qui est quand même en très grande difficulté. On peut sortir, chacun l'un d'entre nous, qui a une expérience de la vie, du travail, peut aider quelqu'un, parce que c'est par un encouragement qu'on arrive à savoir comment on se représente quand on va voir un employeur. Pour un homme, on se rase, on est propre, on s'habille correctement, etc. Et je pense qu'on peut tous faire des tas de choses. Et moi, cette société frugale ou cette société en quête de sens dont il a parlé, je pense qu'il faut qu'on... Je crois vraiment, moi je vous dis aujourd'hui, j'ai créé le SAMU social, j'ai été une femme de terrain, j'ai fait tout ça avec passion, j'ai été au gouvernement, je l'ai fait avec passion, et je vois bien les limites de l'action publique. Et je crois que l'action humaine et fraternelle, enfin, il n'y a plus que ça qui puisse nous aider en fait. C'est bon, dans cette émission, on peut le dire avec vraiment sincérité, parce que je ne vois que les humains qui peuvent aider les humains à ne plus sortir. Xavier Emmanueli disait, avec qui j'ai beaucoup travaillé, quand on perd tous les codes sociaux et qu'on est dans la rue et qu'on devient en très très grande exclusion, on perd les codes humains, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus hors de l'humain et vraiment il faut se tendre les mains pour empêcher les gens de perdre ces liens humains qui sont les seuls. Les enfants m'ont écrit, ils ont dit « La précarité, c'est l'instabilité dans toutes les choses de la vie quotidienne. L'exclusion, c'est être rejeté par le système et par la société. Quand on est exclu, on n'a pas toujours une aide. Les enfants le disent, les enfants souffrent. Vraiment, enfin, c'est... Je crois que c'est les chrétiens, mais toutes les personnes de bonne volonté, qu'elles se reconnaissent ou pas, chrétiennes, peu importe. Enfin, pardonnez-moi, Monseigneur. Je rejoins pleinement. Et je pense qu'on le verra également par quelques expériences concrètes sur le terrain, également dans les prochains reportages. Mais on s'aperçoit effectivement que cette solidarité dont vous parlez, et qu'est-ce que chacun de nous, finalement, on va pouvoir faire. C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, vous parliez du carême, et peut-être c'est un moment propice aussi pour se dire comment est-ce que je vais vers l'autre, comment est-ce que finalement je me mets au service de l'autre. Et parfois, c'est des toutes petites choses, c'est pas forcément des choses extraordinaires comme l'aide de l'État. Si on regarde l'aide de l'État, l'aide des départements, c'est des sommes colossales qui sont mises au service de la protection des enfants, mais qui sont mises également au service de la lutte contre les pauvretés. En 2010... Et pourtant, ça ne résout pas les problèmes. Hein. Alors, ça ne résout pas les problèmes, mais pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, on évite le pire, on est quand même dans une société où on essaie de mettre en place des choses, mais c'est vrai que le lien social, le tissu social, aller vers l'autre, les valeurs de partage, les valeurs humaines et spirituelles qu'on peut partager, vont nous pousser à aller vers l'autre, vont nous pousser justement à se mettre au service. Et c'est sûr que chacun, à notre niveau, il y a des petites choses à faire. Et la société, effectivement, je pense, souffre de ça. Vous parliez tout à l'heure également de l'indifférence ou de l'individualisme dans lequel notre société nous pousse à évoluer. C'est sûr que c'est, je pense, un des facteurs les plus délétères de notre époque, que cet individualisme. Et à partir du moment où on se met ensemble, on a des actions communes, Secours catholique et Fondation d'Auteuil, sur une maison des familles, par exemple, où on va ensemble, finalement, joindre nos forces. Et quand les associations se joignent également et que des bénévoles se mettent à travailler avec des professionnels, on s'aperçoit que c'est cet ensemble-là qui va pouvoir donner des résultats et qui va pouvoir apporter des solutions. Plusieurs acteurs qui doivent... travailler ensemble. Alors, les initiatives de terrain, on y vient. Une autre situation de pauvreté aggravée par la crise concerne les personnes âgées. Certaines
ont de trop petites retraites pour subvenir aux besoins essentiels. Elle frappe alors aux portes des associations. Parmi elles, les équipes Saint-Vincent, un mouvement de femmes engagées dans la lutte contre l'exclusion à la lumière de l'Évangile. Sybille Delettre est allée à leur rencontre en plein cœur de Marseille. On dit parfois que la misère est moins terrible au soleil. Et pourtant, à Marseille, la situation est loin d'être rose. La Provence est l'une des régions les plus pauvres de France et parmi les personnes en grande précarité, les retraités. Pension très faible, charges parfois lourdes, isolement, pas facile pour elles de joindre les deux bouts. C'est très dur, c'est très dur. Alors expliquez-moi un peu. Au départ, c'est quand même pas évident quand on a été habitué parce que moi j'ai toujours travaillé très dur, donc j'ai jamais eu besoin de ce genre. Chaque semaine, les équipes Saint-Vincent accueillent toujours un peu plus de personnes âgées. Souvent, ce sont des femmes qui se retrouvent seules après le décès de leur mari. 3-4 dossiers de plus par semaine depuis la crise. La plupart de ces personnes âgées ont une reversion qui ne correspond pas au coût de la vie. Pour peu qu'elles aient un loyer, il ne reste plus rien pour la nourriture. J'ai une petite pension de 620 € par mois. Je paye 300 € de loyer. Alors sans compter l'EDF, tout ce qui se suit à côté, mutuelle, tout, assurance maison et tout, j'arrive plus à vivre. Les équipes Saint-Vincent regroupent des femmes bénévoles, une association chrétienne qui accueille les personnes en difficulté dans une dizaine d'antennes, comme celle-ci dans Marseille. Dans ce centre proche de la place Castellane, en plein centre-ville, les retraités viennent chercher un colis repas une fois par mois. On fait des colis, pour une personne c'est 1,70 €, pour 2 et 3 c'est 2,50 €. Et un peu plus, 3 personnes, 5 personnes dans les 3 €. C'est une participation pour qu'on puisse un petit peu pouvoir payer la banque alimentaire. Une participation modique pour éviter aussi toute logique d'assistanat. Des pâtes, du lait, un peu de viande, mais aussi des vêtements chaque mois. Ce sont une centaine de personnes âgées qui viennent ici prendre un panier. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je vous salue Marie-Françoise. Alors je m'arrange avec ce que ça me fait plaisir quand ça me donne un petit colis, que ça me rend service, voilà. Elles viennent chercher des colis, effectivement, mais elles viennent aussi un peu chercher que l'on puisse parler avec elles, tout ça, un peu d'écoute. Ici, il n'est pas rare que certaines femmes restent un peu pour prendre un café ou un jus d'orange avec une équipière. Ça me redonne un peu confiance, la vie. Elle est tellement pas belle que les gens qui vous aident, comme toutes mes amies, ça me réconforte. Ils me portent un grand réconfort et je leur dis merci. Merci beaucoup. Les équipes Saint-Vincent travaillent avec tous les acteurs sociaux marseillais. Leurs provisions de nourriture viennent de la banque alimentaire et les personnes qui franchissent le perron ont tous été guidées par leur assistante sociale. Un travail de collaboration étroite qui permet aux équipières de redonner le sourire à tous ces retraités. Ça va et toi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bien sûr, on marche, on voit plus. Brigitte Elsberg, ces sourires, ça fait du bien. Finalement, on se rend compte que la relation, c'est essentiel. Oui, la relation, c'est vraiment essentiel et c'est quelque chose qu'on essaye justement de développer aussi. Dans les choses qu'on propose, c'est des lieux de convivialité. Ça se passe quoi ? C'est parfois tout simplement un lieu où on peut venir prendre un café, parler un petit peu. Ça va un peu plus loin dans le sens où de temps en temps c'est des groupes qui se retrouvent à date et heure fixe pour pouvoir échanger sur leurs difficultés. C'est des temps de fête ou des temps de journées de partage ou de voyage ou de sortie. Donc c'est vraiment très important. On va même plus loin dans le sens où certaines actions qu'on met en place, c'est des actions qui peuvent paraître accessoires, qui sont des vacances. Et on se rend compte que dans ces vacances-là, par exemple, c'est des moments où on recrée des liens extrêmement familiaux, extrêmement importants, justement pour des familles qui sont dans des situations tellement critiques qu'elles en viennent à perdre la capacité à vivre ensemble. Et toutefois, on sait bien, ces relations, ces sourires, ça ne résout pas pour autant la pauvreté. On n'en reste pas là quand même. C'est Monseigneur Potvin. Ce que je trouve très beau dans ce reportage, c'est le respect de la dignité de ces personnes. On les aide, mais on ne cherche pas à les assister. Ça a été très bien dit.
accompagner quelqu'un, l'aider parce que la situation est vraiment précaire, mais en même temps ne pas en ajouter à ce sentiment de dépendance déjà très, très pénible. Nos aînés sont vraiment à respecter infiniment. Ils nous précèdent en termes d'histoire, en termes de valeurs. Nous avons tant à recevoir d'eux et le message biblique est interpellant sur le respect, ce que nous ferons envers eux. Et je trouve que cette équipe Saint-Vincent-de-Paul prend le temps. Le temps, peut-être là où justement cette société qui court, cette société trépidante, pourrait ne plus considérer l'autre parce que quelque part il n'est plus rentable, il n'est plus quelqu'un que l'on peut accueillir dans le fameux système économique dont on parlait tout à l'heure. Je trouve ça en tout cas très, très beau, très, très impressionnant. Et les réseaux des paroisses, des mouvements, des services dans les diocèses sont souvent fidèles à ces rendez-vous du sourire, ces rendez-vous de la rencontre qui recréent une confiance. Le spirituel Paul Bodiquet disait « Béni soit le regard qui m'espère encore, qui me donne encore d'espérer en moi et en l'autre. Béni soit le regard qui me donne encore de vivre, d'avoir confiance en moi. » Dominique Versini, on a fait un état des lieux sur une bonne partie de cette émission, mais alors concrètement, comment mieux aider les chrétiens, notamment, à discerner pour engager des actions et mieux comprendre les besoins? Moi, je crois qu'il faut simplement... quand on est chrétien, on a un modèle. C'est le Christ. Que ferait-il s'il était là aujourd'hui? Il irait au-devant des gens, il parlerait aux uns et aux autres. Je ne pense pas qu'il aurait des carnets de chèques et des cartes bancaires, mais il recréerait ce lien. Et je pense que c'est vraiment notre défi majeur de créer ce lien humain, cette chaîne de solidarité. Les personnes âgées sont très émouvantes parce que plus on avance dans l'âge, plus on avance vers la fin de notre vie. Et on ne peut pas l'ignorer, nous qui courons dans cette société à travers la jeunesse, la beauté éternelle. On devrait être jeune, beau et parfait tout le temps. Non, la vie, c'est pas comme ça. Et je pense que je me rappelle l'été 2003 qui a vécu la canicule. Et ceux qui sont décédés, ce sont les personnes âgées, surtout dans les grandes villes, du fait de la solitude. Et du fait que on les voit plus parce qu'on va trop vite, on court trop. Et donc, effectivement, alors l'État a mis en place tout un plan canicule avec des maisons de retraite mieux climatisées et tout ça, c'est très bien. Mais les personnes âgées, elles ont besoin d'amour, elles ont besoin de ne pas être coupées de la société, de voir des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Et ce qu'on a créé pour les gens de la rue, c'est ce qu'on appelait les pensions de famille ou les maisons relais. Ça permet justement à des personnes de tous âges de retrouver un espace et de se réhabituer à vivre avec les autres. Alors ça, c'était vraiment... Bernard Sellier, est-ce que ces chrétiens engagés, est-ce qu'ils ont un rôle essentiel à jouer auprès de ces personnes fragiles? Je le crois très, très sincèrement. D'abord, sur ce reportage, je voudrais dire que je m'interroge pour savoir si nous continuons à être comme nous sommes aujourd'hui au point de vue de la formation des enfants, de leur abandon. Je voudrais voir ce que seront les personnes âgées dans les établissements comme ça dans 50 ans. Je pense qu'on n'aura pas la qualité humaine qu'on a comme exemple devant nous. Et avec toutes les associations qui sont en fait, qui les aident, mais avec des personnes qui sont formées, qui ont cette sensibilité intérieure. J'ai été sénateur 19 ans, j'ai présidé pendant près de 10 ans le groupe de spiritualité du Parlement et je me suis intéressé, donc depuis 1992, j'ai représenté le Sénat au Conseil national que je préside depuis 2002. J'ai vu l'expression de la générosité des parlementaires sur ces questions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Une chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas on ne peut pas identifier, on ne peut pas différencier le chrétien du non-chrétien dans l'expression de la générosité. Cela dit... Il y a une spécificité chrétienne quand même dans Alors, cela dit, elle n'est pas suffisamment exprimée, à mon avis, parce qu'elle ne repose pas sur nous. Elle repose, comme Dominique Versini l'a dit, sur notre Maître, notre Seigneur. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les laïcs, et donc y compris les parlementaires, sont touchés à la laïcité, des principes de laïcité, de l'organisation de nos institutions, doivent témoigner plus directement. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le grand exclu de nos sociétés, c'est le Christ.
Et votre action, est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce qu'elle a conduit à des résultats? En partie. Alors, c'est une chose au passage que je signale. Dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, il faut surtout ne pas accroître la déstabilisation des choses. C'est-à-dire qu'il faut maintenir et soutenir toutes les actions, micro-réalisations d'une association, d'un individu. Il faut les encourager. Encourager tout. Surtout, il y a un dispositif, y compris avec la protection sociale de la France, les institutions sociales, allocation familiale, allocation assurance maladie, CMU, etc., qu'il faut surtout conserver. Je ne sais pas dans quelle situation on serait s'il n'y en avait pas ça. Ensuite, il faut incontestablement faire des réformes structurelles aussi. Je vois le comité de suivi du droit au logement opposable a voté à l'unanimité une motion le 12 mars parce qu'ils ont constaté qu'il y avait eu des expulsions de gens qui étaient prioritaires d'après cette loi avant le 1er novembre. C'est pas possible. Donc ils ont protesté. Il faut que là les pouvoirs publics réagissent et fassent connaître et puis prennent les mesures. Elles existent. Il y a des possibilités qui existent, notamment l'intermédiation locative. Un propriétaire collectif peut servir d'intermédiaire. Enfin, sur ce plan de l'exclusion du Christ dans nos sociétés, je crois que c'est très important. Parce qu'on a ce problème de cohésion sociale. Je suis admiratif devant ceux qui l'ont sans avoir une de foi, qui l'ont de manière spontanée, naturelle. Ce sens de la cohésion, de l'unité de l'humanité. Les chrétiens ont en plus, ce qui est pour eux une exigence extraordinaire, c'est de considérer que nous formons un corps unique, qui est le corps du Christ. Nous en sommes membres. Alors, ceci dit, c'est-à-dire que pour un chrétien, chaque fois qu'il voit quelqu'un qui est en détresse, en pauvre, en malheureux, c'est un appel du Christ qui s'adresse à lui directement. Ça a une autre puissance que simplement de solidarité, de générosité. Monseigneur Potvin, toutefois, tous les chrétiens ne s'engagent pas forcément. Est-ce que c'est pas donné à tout le monde finalement de s'engager? Est-ce que c'est un devoir pour le chrétien? Nous sommes tous appelés à nous engager, bien sûr dans des modalités qui sont diverses selon la manière dans laquelle nous vivons, l'état de vie qui est le nôtre, les possibilités aussi de chacun. Moi je suis très touché par ce que dit Monsieur le Sénateur, je le rejoins vraiment parce que je fais expérience en tant que porte-parole d'être un relais entre cette Église catholique souvent méconnue et les réseaux d'opinion, les médias, les différents responsables. Et quand je donne à des gens qui ne connaissent pas bien l'Église d'accéder à ce rayonnement dont vous venez de parler, Monsieur le Sénateur, ce rayonnement d'une charité, d'une fraternité, d'une action sociale au nom du Christ, les gens perçoivent alors l'Église catholique tout autrement. Ils en découvrent véritablement le véritable visage. Très souvent, on brocarde notre Église, elle est souvent malmenée, elle est souvent critiquée, elle est souvent présentée d'une façon très injuste. Et quand, de l'intérieur, on va voir de plus près ce qui est porté par des témoins du Christ, il y a effectivement quelque chose de très beau. Alors évidemment, ce qui me semble essentiel, et ça ne sera pas contradictoire, c'est également de se dire que tout ce qui est fait au nom de l'Évangile ne prétend jamais en détenir je ne sais quel monopole que ce soit, mais d'être au contraire à la rencontre d'une humanité, être vraiment le vin dans la pâte, celle de la terre. Et Dominique Versini et Vercellier, ce partenariat avec les chrétiens vous intéresse pour l'action concrète? Quand je dirigeais le SAMU social de Paris, on commençait à rencontrer des femmes dans la rue avec des enfants. Et alors on était perdus parce qu'il n'y avait pas de lieu adapté dans les années 95. Et donc, je me suis adressée tout naturellement à l'Église. Et j'ai dit, mais vous, que faites-vous? Enfin, est-ce que vous pouvez nous aider sur lesquels les pouvoirs publics Et s'est mis en place une association dans le 15e arrondissement de chrétiens qui, dans une paroisse, et qui ont décidé de mobiliser des chambres de bonne, etc., des petits studios, pour accueillir sur des temporalités des familles. Mais ce qui était formidable, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de leur prêter une chambre de bonne pendant quelques mois ou un petit appartement. Ils les ont accompagnés dans le quartier, les ont aidés à inscrire les enfants à l'école, les ont aidés parfois à passer des examens, à trouver un travail, les ont accompagnés humainement, ils les ont pris dans un réseau humain. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Et moi, je me suis adressée un peu en désespoir de cause, en disant, vous finalement, vous êtes... Les derniers sollicités? Oui, et c'était merveilleux. Enfin, ça a été une réponse fantastique. Pour aller dans le même sens que ce que vous dites, un préfet disait récemment à un évêque, si je n'avais pas dans mon département les cathos, combien d'organismes sociaux serais-je appelé à fermer ou à devoir porter autrement? C'était très impressionnant parce que nous sommes dans une laïcité que nous avons absolument à tenir et à respecter, et Dieu sait si nous y sommes fidèles.
Mais je trouve ça très beau. La contribution sociale du christianisme, c'est quelque chose qui se fait en profondeur. Le véritable pauvre, c'est le Christ. Ça vous encourage, ça, Luc Fossé, d'entendre ce genre de choses d'un préfet? Tout à fait. Oui. C'est vraiment quelque chose d'important. Vous l'expérimentez, ça? Alors, on l'expérimente au quotidien. Et c'est vrai que quand je voyais le reportage, je me disais, là, on est dans la vraie vie. Et les échanges et autres. Alors, tout à l'heure, vous disiez, dans 50 ans, si ça se trouve, on ne verra plus ça. Alors, il y a une petite chose que à la Fondation d'Auteuil, on expérimente. On est une œuvre d'église qui est basée sur des valeurs chrétiennes, basée sur l'Évangile. Et une des valeurs qu'on essaie de porter et de défendre et d'entretenir et d'inculquer, entre guillemets, aux jeunes, c'est l'espérance. Et l'espérance, c'est vraiment quelque chose qui est absolument indispensable. Si on tombe dans la désespérance, on n'avance plus. Donc cette espérance, moi j'aurais tendance à dire dans 50 ans, si la jeunesse d'aujourd'hui, c'est notre avenir. La jeunesse d'aujourd'hui fera notre demain. Et du coup, je me dis, si on les amène progressivement, on les accompagne justement dans cette espérance et qu'on croit qu'en chacun d'eux, il y a vraiment une petite flamme qui ne demande qu'à être ravivée, même pour les plus démunis, même pour les plus terribles, même quand ils sont en rupture, en échec scolaire ou autre, je vous assure qu'il y a une petite flamme et quand vous arrivez à l'allumer, ça donne des étincelles. Vous luttez contre la crise de sens, justement. Vous allumez cette espérance? Alors tout à fait. La prise en charge des jeunes, l'éducation à la Fondation d'Auteuil vise, à travers un parcours personnalisé pour chacun des enfants, va viser à essayer de développer l'ensemble de ces dimensions, l'ensemble des dimensions de sa personne. Et il y a une dimension qui supplante toutes les autres dimensions, c'est la dimension spirituelle. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le sens que je veux donner à ma vie? Et c'est quoi finalement ce que j'ai envie de faire plus tard? Est-ce que j'ai envie d'être dans le partage, d'être dans le don de moi-même, ou est-ce que je veux vivre pour moi, m'inscrire dans cette société? Donc tout ça, c'est des questions extrêmement importantes et qu'on va développer et on accompagnera les jeunes justement dans les différents centres. Dominique Vassini? Je voudrais dire, parce que il est beaucoup trop modeste, la Fondation Auteuil, notamment, ils prennent en charge des enfants parmi les plus exclus, ceux qui viennent du bout du monde, ce qu'on appelle les mineurs étrangers isolés non accompagnés. Et ils les prennent en charge et surtout, ce que je trouve particulièrement remarquable, c'est que vous les aidez à se projeter ici ou là-bas et vous leur permettez justement de se donner un passeport pour l'avenir, que ce soit en France ou que ce soit de retour dans leur pays. Et je trouve que c'est ce respect que vous avez pour ces enfants qui sont quand même les plus exclus et ceux pour lesquels il y a les lois les plus restrictives actuellement. Et à venir, l'essentiel reste à venir en matière de loi. Vous leur portez un message d'espoir pour eux, pour leurs familles qui les ont fait venir du bout du monde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 1000 fois plus pauvres que nous. Enfin, ce qui est la pauvreté en France n'a rien à voir avec la pauvreté. Pour en revenir, Monseigneur Potvin, à justement cette question de l'engagement des chrétiens, parfois on peut se dire, finalement, il y a des associations qui font ça très bien, je n'ai pas grand-chose à faire de plus. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux chrétiens qui hésitent? Que l'Évangile nous appelle d'une façon fondamentale à être à proximité de nos frères, à recevoir de nos frères. Parce qu'il est un aspect que peut-être nous n'avons pas encore développé en cette émission, c'est tout ce que l'accompagnateur d'un pauvre reçoit de ce pauvre. Nous avons parlé des pauvretés, ce que nous pouvons faire pour eux, avec eux, mais moi j'entends très souvent le témoignage en retour qui est extraordinaire de ce que les pauvres peuvent nous apporter en qualité humaine et aussi en évangélisation. Les pauvres nous évangélisent. Je n'oublierai jamais dans mon parcours de jeune prêtre de cette anecdote où je me rendais dans une maison, dans une courée roubaisienne pour une inscription à la catéchèse. Je ne vous cache pas que je m'y rendais avec un peu mon ardeur de jeune prêtre, un peu condescendant, et me disant que j'allais forcément rencontrer là une détresse, que j'allais regarder peut-être d'un peu haut. Eh bien, figurez-vous qu'entrant là, j'ai été vraiment édifié, bouleversé pour toujours par l'amour de ce papa pour ses enfants. Et il était dans une misère effroyable, et j'ai reçu quelque chose pour la vie, en termes d'amour et en termes de foi. Le lien à la parole, cette maison qui était vraiment dans un état extrêmement bouleversant, et la parole de Dieu que je croyais, moi, de mon statut de religieux, apporter ce soir-là, elle était là, sur la table, et elle n'était pas mise parce que le prêtre allait venir, elle était là, elle était lue et relue dans cette misère qui était pourtant terrible. Alors,
quand on a comme ça reçu pour la vie des témoignages, et vous en avez bien sûr, tout à l'heure vous évoquiez combien les enfants nous relancent, les personnes âgées, tous ceux qui sont accompagnés par le Secours catholique, quand on est comme ça, transporté par l'énergie de nos frères, on ne peut pas ne pas répondre à cela. Donc pour répondre à la question que vous me posiez, que dire à ceux qui hésiteraient, l'Évangile, c'est d'une façon constitutive, c'est l'accompagnement du pauvre, c'est le frère, et c'est une charité qui se vit pas en mots, mais qui se vit, comme dit Benoît XVI, une caritas in veritate, hein, la charité dans la vérité et dans la rencontre de l'autre. Alors, un dernier, on reviendra avec vous, Bernard Sellier, dans un instant. Une dernière illustration de ces difficultés aujourd'hui liées à la crise. Des milliers de jeunes abandonnent chaque année le système scolaire en France et des écoles de l'enseignement catholique tentent de leur donner une seconde chance. C'est le cas du lycée Charles de Foucauld à Paris, où des jeunes de 20 ans préparent leur bac. Reportage de Louis-Marie Soubrier. 6 heures du soir, mis à part Maria, la femme de ménage, pas un chat dans ce lycée parisien du 18e, où presque quelques élèves sont encore là, mais des élèves pas comme les autres. J'ai été jusqu'en 3e. J'étais pas assidue du tout dans ma scolarité. J'ai arrêté l'école après mon BEP en fait. Marine, Gabriel et Malène ont un point commun, ils ont tous les trois quitté l'école avant d'avoir le bac en poche. Ce n'est pas uniquement pour des raisons intellectuelles que j'ai quitté l'école. J'ai dû vraiment arrêter l'école suite à de gros problèmes personnels. Donc j'ai arrêté l'école en 3e parce que j'avais des problèmes personnels et que je ne me sentais pas de continuer un cursus normal. Au lycée Charles de Foucauld, 7 jeunes de 20 ans suivent la classe du soir du lundi au vendredi jusqu'à 22 h. L'idée, les préparer en un an à passer les épreuves du bac. Lorsqu'on a en face de soi des élèves qui ont arrêté leur scolarité peut-être en classe de 3e, pour les remettre sur rail et leur permettre en un an d'avoir un baccalauréat, c'est extrêmement difficile. Pour mettre en place ce genre de classe, il faut impérativement avoir une équipe avec soi. Ce n'est pas un travail qu'on fait seul. Jean-Marc Fallon est soutenu par ses enseignants. En tête de file, Hélène Richard, la responsable attitrée de la classe du soir. Les jeunes que l'on accueille ne sont pas des jeunes ayant intellectuellement des difficultés. Ce sont des jeunes qui pourraient tout à fait avoir leur place dans le système classique du jour. Simplement, ce sont des jeunes qui ont eu des parcours de vie plus compliqués que les autres. Donc à un moment donné, ils ont besoin qu'on leur tende une perche et qu'on leur donne peut-être, et j'espère qu'on arrive à le faire un peu plus qu'aux autres. Ils se sont pour certains exclus, mais ce sont aussi les circonstances de la vie qui les ont exclus du système scolaire. C'est-à-dire que quand vous avez des jeunes qui, par exemple, perdent leurs parents jeunes, des jeunes qui rencontrent des difficultés familiales extrêmement importantes, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de continuer, de poursuivre un cursus scolaire. Raccrocher avec le système scolaire n'est pas chose facile pour ces jeunes dont certains cumulent études et vie professionnelle. J'ai envie d'avoir mon bac, donc je m'en donne les moyens et on m'en donne les moyens ici surtout. Parce qu'on a une approche avec les professeurs complètement différente et on a des professeurs à notre écoute qui font un suivi personnalisé et ça c'est très important. Bien entendu, la motivation de l'élève est primordiale, mais celle de l'enseignant aussi. Il faut avoir envie de faire un peu plus humainement que la tâche d'un enseignant dit classique. Il faut avoir envie de s'investir avec des jeunes qui ont leur lot de difficultés. Il faut les soutenir par rapport à ces difficultés parce que dans la vie, on ne peut pas avancer sur le plan intellectuel, sur le plan scolaire, si en même temps on ne fait pas avancer ces problèmes. L'un ne va pas sans l'autre. Pour le directeur de cet établissement de l'enseignement catholique, la déscolarisation est un problème, mais un problème auquel on peut apporter des solutions. Il faut qu'il y ait une philosophie de l'établissement en termes d'accueil des élèves qui n'a pas pour uniquement volonté d'avoir un taux de réussite au bac, mais qui a pour volonté aussi de redonner confiance à des élèves, de reconstruire des personnalités, parce que souvent les personnalités de ces élèves sont cassées. Donc c'est un vrai défi humain, autant que scolaire. Quoi qu'il advienne des résultats au bac de Malène et de ses camarades, une chose est sûre, ils ont raccroché avec le système scolaire, c'est déjà là une belle réussite. J'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de changer de vie, de réussir. Pas réussir professionnellement parce qu'on m'y oblige, parce que j'ai envie de me dépasser moi-même,
C'est tout. Luc Fossé, un travail comme ça, c'est quelque chose que vous expérimentez aussi à la Fondation d'Auteuil, un accompagnement, une philosophie qui n'est pas basée simplement sur une réussite scolaire, mais vraiment de prendre le jeune dans sa globalité, dans tout ce qu'il est, aider à se reconstruire. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire de partir de là où il en est, et puis progressivement de construire un parcours avec lui. On accueille quand même à peu près 13 000 jeunes aujourd'hui en France, dans plus de 200 établissements, et systématiquement, on va essayer de développer des projets qui vont permettre aux jeunes, là où ils en sont, d'accrocher avec un projet professionnel, mais d'accrocher avec un projet de vie, d'accrocher avec quelque chose qui puisse leur parler. Donc ça marche, ces écoles de la deuxième chance là, alors l'expérience qui est présentée ici, en termes de réussite au bac, mais alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit dans les établissements de la Fondation d'Auteuil, on a des résultats aux différents diplômes qui sont supérieurs aux résultats de l'éducation nationale en moyenne. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on va proposer un parcours personnalisé, à partir du moment où, comme il le disait dans le reportage, des adultes et des enseignants vont prendre la peine de dire c'est difficile, on a des jeunes difficiles, mais on y croit, on s'accroche et puis on va essayer de les accompagner, eh bien ça marche. Et donc c'est sûr que alors, après les montages finalement sont un petit peu complexes, c'est-à-dire qu'on est obligé d'adapter les pédagogies. On va avoir par exemple des classes à petits effectifs, ça c'est une première possibilité, ou alors on va avoir des classes où on dédouble non plus les jeunes mais les enseignants. On va avoir 2 enseignants dans une seule classe et essayer de réguler comme ça les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes. On a des initiatives comme à Creil par exemple où on a ouvert un établissement spécifique pour des jeunes qui ont décroché de leur scolarité. Ils vont, par exemple, ne plus être à l'école depuis 1 an et demi, 2 ans pour certains. Et puis, on va essayer de retravailler en lien avec leur famille un projet qui leur permettent Donc les familles sont associées. Alors systématiquement, on associe les familles et quelque part, on se tient à ce que disait Jean-Paul II dans sa lettre aux familles quand il dit les premiers éducateurs de l'enfant, c'est leur famille. Et donc, quelque part, on ne va pas se substituer. De ses racines, le jeune, pour l'aider à s'en sortir. La famille doit être il a besoin de ses racines pour grandir, quelles que soient ses racines, quel que soit son vécu. Il aura besoin de ça et il aura besoin de se construire. Parfois, on est obligé de faire des séparations temporaires parce que les difficultés sont trop grandes, mais l'important, c'est de dire ce sont ses racines et de toute façon, il devra faire avec. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de développer dans la pédagogie à la Fondation d'Auteuil et on va essayer systématiquement de trouver des solutions innovantes. On a par exemple un centre d'appel. Alors, c'est un numéro Azur que les parents peuvent composer et exposer leurs difficultés. Et c'est un centre d'appel où on va essayer de faire en sorte d'orienter les jeunes dans un établissement qui soit le plus adapté ou d'accompagner les parents dans des rendez-vous avec des psychologues, avec des assistantes sociales, etc. Donc ce sont des petites initiatives, mais qui permettent aux enfants de trouver des solutions. Et je vous dis, quand on s'aperçoit que finalement, au niveau des diplômes, ils ont de meilleurs résultats que globalement l'enseignement éducation nationale, on se dit ça marche quand c'est personnalisé. Alors, Dominique Versini, ce sont des premiers jalons, des actions concrètes qui peuvent avoir une certaine efficacité. Mais je crois que déjà il faut être conscient qu'on a un système scolaire qui exclut énormément de jeunes tous les ans, qui sortent sans aucune qualification et qui n'est pas donc adapté à tous les enfants. Donc il faut vraiment mettre en place, et là les jeunes m'ont fait des propositions autour d'un soutien scolaire efficace et adapté à chaque enfant, un tutorat, des écoles de la deuxième chance. Et surtout, il faut revaloriser toutes les filières. Aujourd'hui, par défaut, les enfants sont orientés vers des filières professionnelles qui sont vécues comme stigmatisantes et d'échecs. En fait, c'est vrai qu'il faut aussi repenser le système de l'éducation nationale et mettre l'enfant et le jeune et son devenir au cœur de tout ça. Ceci dit, un diplôme ne garantit pas pour autant un emploi. Non. Mais une qualification. Non, mais je pense que c'est aussi pareil, c'est une question de pensée. Enfin, il faut essayer de voir ce dans quoi l'enfant pourra le mieux valoriser ses compétences. Parce qu'il y a des enfants, par exemple, prenons les enfants des quartiers, entre guillemets, difficiles, ils n'ont pas de culture générale, comme peuvent l'avoir nos enfants, parce qu'ils ont la chance de vivre dans une famille ou dans un certain milieu, mais ils vont avoir des compétences que n'ont pas les autres. Et c'est pour ça que les dispositifs d'accompagnement, ou par exemple ce qu'a fait Sciences Po, en permettant à des jeunes de pouvoir passer des concours et de pouvoir se dire, moi aussi, je le peux. En fait, tout enfant porte en lui le possible, et il faut leur donner confiance, et il ne faut jamais oublier les parents, car l'enfant a un droit fondamental à grandir et à s'épanouir dans sa famille. Et donc il faut accompagner les familles sans les assister, sans les humilier. Et n'oublions pas que la peur de l'enfant pauvre,
c'est d'être enlevé à sa famille et d'être placé à l'aide sociale à l'enfance. Et ça, c'est Ça n'est pas une solution, le placement? Non, le placement n'est une solution que si l'enfant est dans des conditions qui le mettent en très grand danger. Alors, il n'y a que le juge qui peut l'apprécier. Mais je pense qu'il y a toute une prévention, un accompagnement, enfin, vous saurez le dire mais encore mieux que moi, puisque vous le faites au quotidien. On n'aura pas beaucoup de temps pour revenir là-dessus, puisque la fin de l'émission approche. Alors, on a largement évoqué dans la première heure de l'émission cette crise de sens. Vous l'avez tous pointé du doigt. Alors, concrètement, maintenant, on a envie d'avoir des réponses. Qu'est-ce que vous proposez pour faire face à ces formes aggravées de pauvreté que l'on observe aujourd'hui avec la crise? Brigitte Asberge. Moi, il y a un mot que j'ai bien dit. La première. Oui, je me lance. Je ne sais pas si c'est une solution. Une première chose auquel je pense, c'est que ce qui m'a frappée dans le reportage, c'est le mot de confiance. Et très souvent, dans les personnes que nous rencontrons dans le cadre du Secours catholique, ils disent qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les entend pas et qu'on ne leur fait pas confiance. Alors, il y a une part de solutions qui sont des solutions d'accès aux droits, d'aménagement, de donner de nouveaux moyens. Oui. Alors, il y a des choses très importantes à faire, mais il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, aussi bien sur le mode du sens que sur le mode du lien, il y a un lien de confiance à rétablir. Concrètement, ça veut dire quoi, ça? Établir un lien de confiance Si on prend des cas, par exemple, on a parlé de l'école tout à l'heure, énormément d'enfants, on a quand même 7000 enfants en accompagnement scolaire, avec la même idée pédagogique qui est de dire, on prend l'enfant là où il est, on essaye de voir où sont les difficultés et comment on peut l'amener à retrouver sa place dans le système scolaire. Mais très souvent, les parents sont incapables d'aller rencontrer l'instituteur parce que eux ne se sentent pas en capacité de dire ce qui se passe ou d'accompagner leur enfant, donc ils ne vont pas y aller. De l'autre côté, on peut avoir des instituteurs qui disent les parents ils s'en foutent. Alors donc dans ce cas-là, on prend le temps d'essayer d'aider les parents à prendre conscience de ce qui se passe, éventuellement l'accompagner chez l'instituteur pour que l'instituteur puisse se rendre compte que le parent est vraiment intéressé, veut soutenir son enfant, mais ne sait pas toujours comment faire. Des liens, des ponts. Bernard Sélier, qu'est-ce que vous pensez qu'il semble urgent de mettre en place aujourd'hui pour tenter de remédier à ces difficultés vécues par beaucoup de personnes? En matière de lutte contre la pauvreté et la misère, je me méfie du terme urgence, parce que justement le problème, c'est une mutation de société, en fait. C'est une évolution de notre société. Ça ne se fait pas dans l'urgence. Il faut donc, premièrement, continuer, soutenir, encourager toutes les initiatives admirables qui ont été présentées, en partie, parce qu'il y en a énormément, les encourager, les soutenir, parce qu'il faut surtout que ça continue. Deuxièmement, il y a 2 secteurs prioritaires sur lesquels il faut agir, c'est l'école et l'entreprise. De quelle façon alors? Alors, dans l'école, il faut quand même changer l'éducation, non pas civique, mais l'anthropologie, ce qu'on apprend sur ce qu'est l'être humain dans notre société. On vit depuis le XVIIIe siècle sur une conception d'un être humain qui ne suit que son intérêt et dont l'équilibre dans la société est optimisé si chacun suit son intérêt. Alors je suis désolé, c'est une vision réductionniste, gravement réductionniste de l'être humain. Donc là, c'est les profs qui doivent véhiculer des messages différents? Non, mais attendez, on a tout le patrimoine littéraire et philosophique qui existe. Faites étudier Pascal, faites étudier, et vous avez tout ce qu'il faut dedans. C'est-à-dire dans une inversion de la philosophie de l'existence qui montre que l'être humain se réalise et s'épanouit plus pleinement dans la gratuité, dans le don et dans l'amour des autres que en suivant son intérêt égoïste. C'est comme ça qu'on a fabriqué une société égoïste. Il ne faut pas se plaindre, on a le résultat de ce qu'on a cherché. Deuxièmement, les lois, le moins possible désormais. J'ai été le rapporteur de la loi de 98, j'ai été le rapporteur de la loi Dallot au Sénat, donc je pense qu'aujourd'hui... Il y a trop de lois. Ah oui, on arrive. Maintenant, la loi est facteur d'exclusion. Parce que ça devient trop compliqué. Plus personne n'est obligé de mettre en place des systèmes d'accès aux droits, de soutien pour y voir clair dans la législation. Ça devient tellement compliqué, tellement technique. En revanche, l'école, je vous ai dit, c'est la philosophie, ce qu'il faut éduquer, c'est des choses élémentaires, mais qu'on sache, qu'on n'apprenne pas que l'être humain ne se mue que par des intérêts égoïstes. Deuxièmement, l'entreprise. Alors, il y a des initiatives qui sont importantes et encourageantes. C'est tout le volet de l'économie sociale et solidaire. Je connais plus particulièrement l'insertion par l'activité économique. Donc, qui respecte les lois du marché,
mais avec une régulation humaine. C'est-à-dire Voilà. qu'en fait, Où l'être l'humain humain prend la première place, hein, est plus avant le important profit. Donc, Patrick Vivray, qui a un livre sur reconsidérer la richesse, il faut quand même qu'on sache qu'est-ce qui rend heureux, quelle est la véritable richesse pour l'être humain. Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est une autre nature de la richesse? Le temps presse, hein, je suis désolée. Et terminant, je termine là-dessus, je ne dirai plus rien, mais non, mais vraiment, parce que, écoutez, moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dedans, comme tout le monde, mais je suis convaincu aujourd'hui que le partage d'existence est indispensable. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut partager l'existence de l'autre. Dominique Versini, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que parmi les acteurs de la lutte contre l'exclusion, vous ne trouverez plus personne qui vous dira... bien sûr, on vous dira il faut un peu plus de dispositifs, il faut que les lois soient mieux appliquées. Enfin, celles qui existent, ce n'est pas la peine d'en recréer de nouvelles. Tout existe, il faut le mettre en place. Mais il n'y a plus personne qui vous dira, qui se retourne vers l'État et vers les pouvoirs publics. La balle est dans le camp de la société. Il faut que nous recréions de nouvelles solidarités, de nouvelles fraternités. Il faut que nous retrouvions... C'est plus l'État qui a la solution. Non, l'État a fait une grande partie du chemin. Mais aujourd'hui, on aura toujours à reprocher des tas de choses à l'État, c'est évident. Mais il y a une immense responsabilité de chaque citoyen dans la recréation. Qu'est-ce que chacun peut faire mais des choses toutes simples. Regardez les gens autour de soi. Commencer par dire bonjour aux gens dans son immeuble. S'il y a une personne âgée, voir si elle a besoin d'être aidée. On gaspille des tas de choses. On achète des journaux tous les jours. On sait très bien que les gens âgés avec des petites retraites ne peuvent pas se les acheter. Enfin, des gestes tout simples de la vie quotidienne qui font que c'est dans ces petits gestes qu'on sait qu'on existe dans le regard de l'autre. C'est le retour du bien commun, du lien social, Monseigneur Potvin. Moi, j'ai envie de dire 3 choses au pouvoir public. Surtout, ne faites pas de coupe sombre dans tous les postes relationnels. Les postes de proximité, c'est tellement vital qu'aujourd'hui, les jeunes soient accompagnés, les précaires soient accompagnés. C'est la première chose. Oui. Je dirais deuxièmement aux communautés chrétiennes, vérifiez bien dans votre vie communautaire le critère du plus petit. Le plus petit est-il reçu chez vous? Si vous voulez être une communauté chrétienne digne de l'Évangile, il faut que le plus petit soit vraiment accueilli chez vous. Le plus petit, c'est le handicapé, c'est le pauvre de multiples manières. Et ça me semble être un critère de la communauté chrétienne qui est fondamental aujourd'hui. Et puis la troisième chose, c'est une invitation à lire l'encyclique Caritas in Veritate. Et alors, finalement, il faut changer aussi de mode de vie, mode relationnel, économique. Oui. On va y être obligé, la planète nous y oblige en plus. Fondamental. Justement, dans la dernière encyclique de Benoît XVI, il nous invite en fait en disant la personne, l'homme dans son intégrité est la principale valeur sur laquelle il faut investir. Donc investissons dans l'homme et à partir de ce moment-là, effectivement, ça donnera des résultats. Une société à la mesure de l'homme. On va être obligé parce que dans le monde entier, il y a une immense misère et les gens vont essayer de venir chez nous. Et vous savez qu'on essaye de dresser des herses, mais ils passeront pas dessus les herses. Donc on va être obligé de repenser, mais la société au niveau mondial, pas qu'au niveau 3% de l'humanité est déjà en errance. 3% de l'humanité est en errance. Et en 2050, l'Europe ne représentera plus que 3% de la démographie mondiale. Ces 3% d'aujourd'hui et 3% de 2050 sont pathétiques. 3% de l'humanité en errance et 3%, ce sera l'Europe de la globalité mondiale en 2050. Ça nous a été rapporté récemment, encore dans un exposé d'un expert. C'est très impressionnant. Donc pensons à nos enfants et petits-enfants, à ce qu'on va leur léguer. C'est un devoir. D'ailleurs, les enfants l'ont dit, le rôle des adultes, c'est de transmettre des valeurs. Et c'est ça qu'ils nous demandent, ils ne nous demandent pas autre chose. Bien sûr, les enfants demanderont toujours qu'on leur offre... Il y a une difficulté de transmission, ceci dit, aujourd'hui, une rupture. Les adultes doivent être à leur place d'adultes et doivent comprendre quel est leur rôle. Et moi, je pense qu'il y a une crise majeure de la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'éduquer, qu'est-ce que c'est qu'être parent, qu'est-ce que c'est que transmettre. On ne peut pas échapper à ça, les enfants le demandent. Il y a 15% d'adolescents qui font des tentatives, qui vont très mal, qui font des tentatives de suicide, des scarifications, qui consomment de l'alcool et de la drogue. C'est un appel aux adultes. Vraiment. Luc Fossé, vous ne nous avez pas dit, vous, ce que vous proposez concrètement, en dehors de lire l'encyclique de Benoît XVI. Je pense que si on lit l'encyclique, on va se dire, concrètement, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme investissement dans l'homme. Ce que disait Mme Versini dans le quartier, à côté de sa porte, effectivement, il y a un certain nombre de choses à faire, mais il y a aussi, dans le lien social, je pense, s'investir sur une association, ou tout simplement, si on n'a pas la possibilité de se déplacer, de soutenir les associations. C'est vrai que nous, on vit de l'argent des pouvoirs publics, mais on vit aussi de dons. Et donc, les dons, effectivement, sont des choses qui nous font vivre. Et alors, donc,
soit effectivement s'investir dans l'association, soit soutenir l'association, c'est déjà des choses qui permettent effectivement de retisser le lien social. Mais c'est sûr que chacun, à son niveau et à sa place, il faut vraiment pouvoir se dire, moi, ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et je pense que croiser quelqu'un, lui dire bonjour, ça commence par là. Ça commence pas par des grosses choses, c'est vraiment des toutes petites choses au démarrage. Dès ce soir, quelque chose est possible. Un dernier mot pour terminer, Bernard Sellier, il nous reste quelques secondes. Je pense qu'on peut le dire ici, mais on l'a dit déjà tout à l'heure. Je crois quand même que notre puissance humaine est insuffisante. Il faut vraiment que nous sachions être les canaux de la puissance du Christ. Merci à tous les 5 d'être venus sur ce plateau répondre à nos questions. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos réactions à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Et puis, sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Enfin, merci à la rédaction et à nos équipes techniques qui ont permis de réaliser ce magazine. À très bientôt. Bonsoir.